Si vous voyez une tablette canoïforme pour la première fois, il est peu probable que vous l'identifiez comme une écriture et vous ne sauriez certainement pas dans quel sens la lire. Il pensait que c'est ce que l'ancien texte samrien essayait de décrire. Dans une vitrine du British Museum, derrière la pièce numérotée K, Whitmill 5 cent Trent Whit repose un disque d'argile de la taille de la paume de la main, objet de débat scientifique depuis 170 ans. 8 segments en forme de coin, représentant des positions d'étoiles, ont été gravés par un scribe assyrien vers 700 avant notre ère. Pendant la majeure partie de cette période, personne ne parvenait à expliquer pleinement ce qu'il voyait. Désormais, c'est chose faite, et la réponse surprend l'archéologie conventionnelle, car le ciel représenté sur cette tablette n'appartient ni à l'empire qui l'a créé, ni au royaume qui l'a copié, et désigne un matin unique, impossible à imaginer, un artefact qui ne devrait pas exister. Imaginez la scène. Vous déambulez dans la salle 55 du British Museum. Les tablettes samriennes sont probablement l'une des plus anciennes formes d'écrit qui nous soient parvenues. La foule se disperse ici. La plupart des gens sont encore près de la pierre de Rosette. Vous passez devant un étui discret contenant un petit disque. Numéro de catalogue K. Whitmill 5 cent Trent Whit, environ 14 cm de diamètre, assez petit pour tenir dans la paume de la main. Une face est gravée en 8 segments triangulaires, comme un diagramme circulaire imprimé dans de l'argile humide, il y a près de 3 ans. Vous continuez votre chemin, presque tout le monde passe devant. Et c'est là le hic, il n'a rien à faire là. La plupart des tablettes hétérogènes de cette époque implorent les dieux pour de bonnes récoltes. Elles implorent des rois, ils implorent des guerres favorables. Ce sont des documents religieux rédigés par des prêtres et recopiés par des scribes qui croyaient que les cieux révélaient l'avenir des empires. Celui-ci fait tout autre chose. Il mesure la position des étoiles, il la compare aux constellations connues, il enregistre des données angulaires du genre de celles utilisées par un navigateur. Il donne les heures de lever et de coucher avec une précision qui n'a aucune utilité rituelle. Et, dissimulé dans plusieurs de ces 8 segments, se trouvent des séquences numériques qui décrivent non seulement la position d'un objet dans le ciel, mais aussi sa trajectoire. Il créa l'homme selon le texte samaritain. Sous quel angle? À quelle vitesse? On dirait un journal de bord. On dirait un enregistreur de vol enfoui dans la boue. Sir Austin Henry Layard, né en 1817, l'a extrait de la poussière de Ninive dans les années 1850, les pieds enfoncés dans les tranchées, tandis que des ouvriers locaux retiraient par milliers des tablettes des étagères effondrées. La plupart ont été placées dans des caisses en bois. La plupart n'ont jamais été lues. Mais Scolcias a été conservé dans la vitrine à Londres, et c'est là que ça devient étrange. L'argile elle-même date d'environ 700 avant notre ère, l'apogée de l'empire assyrien sous le règne du roi Ashurbanipal. Le scribe qui a gravé ces marques dans la boue humide vivait dans un monde de chars tirés par des chevaux et d'armes en fer. Et tenez-vous bien, les données gravées dans l'argile n'appartiennent pas du tout à son monde. Le ciel qu'il a copié ne correspond pas au ciel sous lequel il vivait. Il ne correspond pas au ciel sous lequel son grand-père a vécu, ni à celui de son arrière-grand-père, ni à aucun ciel qu'un Assyrien ait jamais vu. Il recopiait les notes de quelqu'un d'autre, des notes mathématiquement bien plus anciennes qu'elles ne devraient l'être. Alors, à qui appartient ce ciel? Qui se tenait réellement sur cette terre lorsque ces inscriptions ont été faites pour la première fois? Et pourquoi, à chaque génération entre eux et Sherban et Paul, a-t-on ressenti le besoin de transmettre cette tablette en particulier? La nuit qui précède l'écriture. Voici ce qu'il faut savoir sur les étoiles. Elles dérivent lentement, de façon prévisible. La Terre oscille sur son axe, selon un mouvement appelé procession. Et le ciel nocturne tout entier tourne autour de cette oscillation. Siècle après siècle, en entrant suffisamment de positions d'étoiles dans le bon programme, celui-ci vous indiquera la nuit précise où ce ciel existait au-dessus d'une zone géographique donnée. Les astronomes et professionnels utilisent cette méthode pour planifier leurs observations. Les historiens s'en servent pour dater les éclipses décrites dans les chroniques anciennes. C'est un fait scientifique établi. Alors, quelqu'un a entré la planosphère dans un tel programme. Imaginez-le devant son écran, s'attendant à trouver une correspondance quelque part dans la période assyrienne tardive, peut-être quelques siècles plus tôt. Le type de datation classique que l'on effectue pour tout document non uniforme. La configuration de la tablette ne correspond ni à 700 avant, J-C, ni à 1000 avant, J-C, ni à 1500 avant, J-C, ni à 2000 avant, J-C,
La correspondance trouvée par le logiciel est une nuit précise, environ 2400 ans avant même que la tablette ne soit façonnée à partir d'argile humide. La date est le 29 juin 3123 avant Jésus-Christ. J-C. Personne ne devrait posséder ces données. Réfléchissez à ce que cela signifie. Cette date est antérieure à la plus ancienne cité samrienne, dont nous ayons des traces écrites. Elle est antérieure à l'écriture cuniforme. Elle est antérieure à toute forme d'écriture sur Terre. Celui qui a fait cette observation initiale contemplait le ciel dans un monde antérieur au premier registre. À la première liste royale, au premier scribe qui est pressé un roseau dans la boue, elle est appelée langage. Et pourtant, quelqu'un, quelque part sur la plaine entre le Tigre et l'Euphrate, observait un phénomène céleste suffisamment important pour être consigné par écrit dans un monde qui ignorait encore l'écriture. Qu'observait-il donc? Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour y réfléchir. Le plus ancien document astronomique conservé de la civilisation humaine repose peut-être sous vitrine à Londres, et les institutions qui devraient le réexaminer ne l'ont pas fait. Si cela vous dérange, si c'est parce que le monde universitaire ferme les yeux que vous êtes ici, abonnez-vous sans plus attendre. Votre soutien est essentiel pour que cette chaîne puisse continuer à explorer des sujets que les documentaires traditionnels évitent. Revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une planosphère. Les planosphères existent en de nombreuses formes et tailles. On peut en acheter en ligne, en plastique, grandes, petites. Les deux hommes qui lisent ceci comme des ingénieurs. 2008, Londres, deux chercheurs, Alan Bond et Mark Hemsel, publiaient un ouvrage affirmant avoir enfin percé le mystère de ce qu'a vu la silhouette sur le toit. Bond est ingénieur aérospatial, blonde aux cheveux blonds. Discrete, un homme qui a consacré sa vie professionnelle aux mathématiques complexes de la propulsion des fusées. Il a passé des décennies à concevoir des moteurs pour engins spatiaux. Son nom figure dans des articles techniques dont la plupart d'entre nous seraient incapables de comprendre une seule page. Hemphill est ingénieur en systèmes spatiaux et a travaillé pour l'Agence spatiale européenne. Plus jeune et plus dynamique, c'est le genre d'universitaire qui mène des projets personnels en parallèle et donne des cours de mécanique orbitale des missions interplanétaires à des étudiants de premier cycle. Lui et Bond ne sont ni sérologues, ni spécialistes des études classiques. Ils n'ont aucun intérêt académique pour l'histoire du Proche-Orient ancien. Ce sont des hommes qui, pour gagner leur vie, interprètent des données de trajectoire, comme on lit un panneau de signalisation. Et tenez-vous bien, quand la planosphère se pose devant eux, ils ne voient aucune religion. Ils ne voient pas un ouvrage sur Omen. Ils voient une fiche d'exercice, et elle a décrit plus tard le moment de la prise de conscience. Bond savait qu'il appréciait ce genre de projet personnel et les recherches universitaires de Hemsel portaient alors précisément sur les catastrophes des mondiales. Bond lui a donc proposé de se joindre à lui pour une petite enquête. Il a accepté. Photo. Tous deux étaient assis avec des photographies et une traduction de l'uniforme, analysant les segments un à un, comme on étudie un document technique. Et vers le deuxième ou le troisième segment, le motif se dessinait, les chiffres cessèrent d'être abstraits. Ils commençaient à décrire le mouvement. Un seul objet observé 8 fois, reporté sur les étoiles fixes au fil de son déplacement dans le ciel. La forme de ces données est indubitable pour quiconque y a consacré sa vie.
Bond, l'aîné des deux, celui qui a travaillé dans les moteurs de fusée et la mécanique orbitale, énonce une évidence. Ce n'est pas de l'astrologie, c'est du pistage, tracer une ligne dans le ciel. Voici ce que cette reconnaissance permet réellement de comprendre. 8 points sur une tablette cessent d'être 8 étoiles. Ils deviennent 8 positions horodatées d'un seul corps en mouvement. Une trajectoire, le genre d'enregistrement que l'on produit lorsqu'on observe un objet qui n'a rien à faire là-haut. Une fois que vous avez 8 points, vous pouvez tracer une ligne. Réfléchissez-y un instant. 2 ingénieurs du 20 et 1e siècle ont examiné un disque datant d'avant l'essor de Rome et ont reconnu les calculs mathématiques car ils utilisaient les mêmes calculs pour mettre des fusées en orbite. Ils ont donc procédé comme tout ingénieur l'aurait fait. Ils ont projeté la ligne vers l'avant. La trajectoire pointe vers un point précis. La trajectoire commence en altitude. L'objet pénètre dans l'atmosphère selon un angle faible, produisant une longue traînée lumineuse, plutôt qu'un éclair soudain. Il traverse la Méditerranée orientale, toujours en altitude. Il longe les côtes septentrionales et poursuit sa route vers l'intérieur des terres, descendant constamment, suffisamment lentement pour être suivi, suffisamment lumineux pour être lu, visible d'un horizon à l'autre pour quiconque est éveillé et lève les yeux au ciel. Imaginez-le depuis le toit d'un village en briques de terre crues, au bord du Tigre. Une simple ligne de feu qui rampe dans le ciel de l'aube, d'ouest en nord-ouest. Plus brillante que la lune, parfois plus brillante que tout ce qu'un être humain sur cette planète ait jamais vu. Une lumière capable de projeter des ombres nettes sur les murs de terre au milieu de la nuit. Assez lentement pour que vous puissiez repérer sa position parmi les étoiles. Courez à l'intérieur, ressortez et repérez-la à nouveau. Réveillez votre famille, grimpez sur un toit plus élevé. Tenez-vous là, pieds nus dans la boue froide, et regardez un morceau de ciel traverser la Terre en embrasant le monde. Voilà le genre d'objet que décrit la planosphère, et non une météorite. Les météores apparaissent et disparaissent en un clin d'œil. Cet objet est resté là-haut assez longtemps pour être mesuré 8 fois. Assez longtemps pour alimenter les débats. Assez longtemps pour que ceux qui l'ont vu le racontent à leurs petits-enfants, et leurs petits-enfants à leurs petits-enfants, jusqu'à ce que quelqu'un invente l'écriture et le consigne par écrit. Puis, les chiffres s'arrêtent. L'endroit où la ligne se termine correspond à l'endroit où l'objet a soit touché le sol, soit explosé dans les airs. Bond et Hemsel suivent cette ligne depuis la Mésopotamie, traversent la mer, longeant les côtes et remontent jusqu'aux montagnes d'Europe centrale. La ligne est droite, elle ne se ramifie pas. Un calcul de trajectoire correct ne donne qu'une seule réponse. Et cette réponse désigne une vallée précise du Tyrol autrichien, méconnue du grand public. Pas de panneaux touristiques, pas de documentaires en ligne, juste le lieu où les mathématiques y nous mènent, l'endroit où, si Bond et Hemsel ont raison, la traînée lumineuse que la silhouette observait sur le toit s'est finalement immobilisée. Koful est l'un des sites géologiquement les plus singuliers d'Europe. Près de 9 km3 de montagnes se sont effondrées en un seul événement, comblant le fond de la vallée. Imaginez tous les gratte-ciel de Manhattan réduits en miettes. Vous n'obtiendriez qu'une infime fraction du volume de matériaux impliqués. La cicatrice laissée sur le paysage est encore visible aujourd'hui. On peut la longer en voiture. On peut aussi y grimper à pied. La forme de la pinte est si étrange qu'elle déconcerte même ceux qui n'y connaissent rien. Les géologues étudient ce gisement depuis plus d'un siècle. Ils l'ont daté, ils ont débattu à son sujet. Et sur un point fondamental, ils ne sont jamais d'accord. Personne ne peut expliquer ce qui l'a provoqué. Les mécanismes classiques des glissements de terrain ne s'appliquent pas à Koful. Le volume est trop important pour un simple effondrement de pente. Aucune faille sismique nette ne traverse la zone. Aucun tremblement de terre enregistré de la magnitude requise n'a été constaté. Et même les très grands séismes ne rayent généralement pas des montagnes entières de la carte. La saturation des nappes phréatiques, cause habituelle des effondrements de moindre ampleur, ne peut expliquer le détachement de 9 km de roches d'une montagne en un seul épisode. Le calcul est impossible. Le fond de la vallée a été enseveli sous des centaines de mètres de débris en un instant. À l'échelle géologique, des arbres qui se dressaient encore 1 minute auparavant se sont retrouvés sous des centaines de mètres de roches la minute suivante. Et tenez-vous bien, disséminés dans le gisement de Koful, roche fondue à l'intérieur d'un glissement de terrain. L'existence de ce matériau est incontestable. Ce cause, en revanche, l'Est. Certains spécialistes avancent que le frottement des roches en mouvement pourrait en être la cause. D'autres soutiennent que le frottement seul ne suffit pas à expliquer ce phénomène. Selon eux, un autre élément, plus chaud et plus rapide, est entré en jeu.
Cet élément, dans le modèle de l'explosion aérienne, est une détonation dans le ciel au-dessus de la vallée. Une onde de pression combinée à une impulsion thermique suffisamment puissante pour déstabiliser le versant et le chauffer au point de vitrifier la roche. Vous connaissez déjà le point de référence moderne. La Tungus, en Sibérie, en 1908, un objet entrant en collision avec la Terre, a explosé dans l'atmosphère et a rasé environ 2,0 km² de forêt sans laisser de cratère. Les arbres étaient couchés comme des allumettes, tous pointant vers un point vide dans le ciel. Aucun fragment à récupérer, juste une dévastation totale. Une copie d'une copie d'une copie. Sibond et Hemphill ont raison. La tablette de la chambre 55 n'est pas une observation originale. C'est le dernier maillon d'une chaîne. Imaginez cette chaîne. 29 juin 3123 avant notre ère. La même silhouette qui revient sans cesse. Toujours sur le même toit. Toujours pieds nus, observant le rayon de lumière s'estomper vers le nord-ouest. L'inégalité n'existe pas encore. Les cités-États samriennes n'ont pas encore été fondées. La roue n'est qu'une rumeur. Quel que soit le support utilisé pour immortaliser ce moment, il est éphémère. Des jetons, des éraflures, de la peinture sur os, le genre d'artefact qui ne survit pas aux fouilles archéologiques. Leur nom a disparu, leur visage a disparu, mais ce qu'ils ont consigné demeure. Il marque sa position à 8 reprises. Il calcule, à l'aide des proto-mathématiques dont il dispose, sa trajectoire. Puis la lumière atteint les Alpes et le monde s'obscurcit. L'enregistrement est préservé. Des générations plus tard, au début de la période samrienne, quelqu'un le traduit en protoniforme. Des générations plus tard, quelqu'un recopie ce texte incohérent. Les cités-États samriennes apparaissent et disparaissent. L'empire akkadien s'élève puis s'effondre. Les Babyloniens les remplacent. Les Assyriens remplacent les Babyloniens. Les langues se transforment. Les écritures sont abandonnées et réécrites. Les empires s'entre-détruisent dans leurs bibliothèques respectives. Et à travers tout cela, ces journaux d'observation précis continuent d'être copiés. Les scribes sumériens la transmettèrent suite aux scribes aadiens. Les scribes aadiens la transmettirent aux scribes babyloniens. Les scribes babyloniens la transmettirent aux scribes assyriens. Aucun d'eux ne savait certainement ce qu'ils transportaient. Ils virent une tablette étoilée. Ils virent quelque chose que la génération précédente avait pris suffisamment au sérieux pour le copier, et ils le copièrent à leur tour. Les marques changent de forme. Au fil de l'évolution de l'écriture, l'argile change de couleur au gré des ateliers et des villes. Mais les données, les 8 mesures, les positions angulaires, tout cela fut conservé intact, comme un code ayant survécu à une douzaine de traductions. Ashurbanipal, le roi qui offrit finalement à la tablette sa demeure définitive, ne constitua pas sa bibliothèque par hasard. Il envoya des émissaires à travers l'ancien Proche-Orient avec pour instruction de rapporter les textes les plus anciens, les plus rares et les plus importants qu'il pourrait trouver. Il voulait les archives des royaumes disparus. Il voulait les manuels techniques des sacerdoces oubliés, des dizaines de milliers de tablettes organisées, cataloguées et parfois même classées par sujet. Ce qui ressemble le plus à des archives nationales que le monde antique ait jamais construites. Et les conservateurs d'Ashurbanipal ont conservé ce petit disque d'argile, vestige d'un ciel qu'aucun être humain n'avait jamais contemplé. Pourquoi? Pourquoi préserver un document aussi ancien? Pourquoi le faire voyager de ville en ville pendant 3 ans? Pourquoi le traduire en 4 langues et avec 3 systèmes d'écriture différents, sans presque rien savoir du matin de sa création? Que croyaient protéger les scribes de cette chaîne? Le silence des experts, l'ouvrage de Bond et Hemphill a été publié par une petite maison d'édition universitaire avec un processus d'évaluation par les pairs. Leur méthodologie est comme exposer les calculs de position des étoiles, la datation, la reconstruction des trajectoires. Tout est vérifiable. Vous n'êtes pas obligé de les croire sur parole. Vous pouvez utiliser leurs données, les entrer dans un logiciel de planétarium gratuit sur un ordinateur portable et observer la correspondance apparaître à l'écran. Il n'y a rien de caché, rien n'est confidentiel. Il n'existe aucune donnée secrète. Toute personne ayant un intérêt de base pour l'astronomie et un après-midi de libre peut reproduire l'ensemble de leurs travaux. Alors, que s'est-il passé ensuite? Rien, c'est tout. La réaction du monde universitaire n'a pas été une réfutation, un haussement d'épaule. L'ouvrage a été qualifié en passant de spéculatif, marginal, du genre de sujet que l'astrologie sérieuse n'a pas besoin d'aborder. Quelques spécialistes ont émis des remarques dédaigneuses lors de conférences. Une poignée de critiques en ligne sont apparues dans les mois qui ont suivi la publication. Aucune n'a fait les calculs nécessaires.
Aucun d'eux n'a pris la peine d'utiliser le logiciel du planétarium pour démontrer les erreurs de Bond et Hemphill. Ils n'en avaient pas besoin. L'ouvrage était marginal, ce qui justifiait amplement de ne pas s'y intéresser. Or, voici le problème. Personne n'a publié de contre-calcul prouvant que les positions des étoiles correspondaient à une autre date. Personne n'a publié d'analyse de trajectoire alternative, démontrant que Bond et Hemphill avaient mal interprété les données. Personne n'a proposé d'explication plus convaincante que l'hypothèse d'une explosion aérienne pour expliquer le glissement de terrain du Koufoul, en tenant compte du volume, de la roche en fusion et de la géologie. Bond est retourné à ses moteurs de fusée. Et à ses systèmes spatiaux. Le livre est resté sur les étagères, où il est resté pendant près de 20 ans. Et depuis, la question n'a pas diminué. Elle s'est amplifiée. Car chaque année supplémentaire de silence académique est une année de plus où personne n'a voulu se mettre au travail. L'argument est resté sans réponse. Il a été ignoré. Il y a une différence, et cette différence est importante. La question reste donc posée, attendant qu'on s'en empare. Si le calcul est erroné, où exactement? Montrer au monde la ligne de calcul précise, où Bond et Hemphill ont commis l'erreur. Montrer au monde la position de l'étoile qu'ils ont mal interprétée. Montrer au monde cette autre possibilité. Et si les calculs sont exacts, que faire alors d'un témoignage oculaire, vieux de 5-0 ans, que personne ne veut examiner officiellement? Que nous incite à considérer ces preuves? 2 ingénieurs aérospatiaux, travaillant à partir d'un disque mésopotamien, ont tracé une ligne depuis le ciel antique jusqu'à une carte moderne. Cette ligne aboutit à une vallée où une montagne s'est effondrée pour des raisons qu'aucun géologue n'a jamais pleinement élucidées. La roche fondue est bien réelle. Les 9 km3 de matériaux déplacés sont bien réels. La concordance astronomique avec l'an 3123 avant notre ère est avérée. La préservation délibérée de ces archives pendant plusieurs millénaires par les scribes d'Ashurbanipal est avérée. Chacun de ces faits, pris individuellement, est curieux. Ensemble, ils forment un tout autre récit, et voici ce que ce tout autre récit signifie. Si ne serait-ce que la moitié de cela est vrai, alors la civilisation humaine porte en elle, dans ses écrits les plus anciens, le témoignage direct d'une catastrophe cosmique. Et nous l'avons contemplé pendant 170 ans, sans en comprendre la nature. Lloyd l'a exhumé dans les années 1850. Depuis, il est exposé au public sous une forme ou une autre. Des générations d'érudits et d'écoliers sont passés devant. Et il apporte la réponse à l'une des questions les plus fascinantes que l'humanité puisse se poser. Avons-nous déjà vu un morceau de ciel tomber du ciel? Elle était peut-être sous nos yeux, dans un grand musée, depuis tout ce temps. Il ne s'agit pas d'une simple note de bas de page concernant une tablette. Il s'agit de savoir si nous interprétons correctement nos propres documents les plus anciens. Chaque musée du monde possède des vitrines remplies d'objets que nous croyons déjà comprendre. Et si nous nous trompions? Qu'y a-t-il d'autre sur une étagère, mal étiquetée, attendant qu'un œil averti passe par là? Voici donc la phrase qui n'a jamais figuré sur une plaque commémorative. La phrase absente de tous les documentaires, de tous les manuels d'astronomie, de tous les ouvrages de vulgarisation sur l'astronomie mésopotamienne. Il s'agit peut-être du seul témoignage oculaire subsistant d'un impact d'astéroïde catastrophique dans l'histoire de l'humanité. Peut-être, peut-être pas. Déterminer lequel des deux est celui correct exigerait de prendre au sérieux les chiffres de Bond et Hemphill, de refaire les calculs dans des conditions d'observatoire indépendantes, et soit de confirmer la concordance, soit d'indiquer précisément où elles divergent. Ce travail n'a fait l'objet d'aucune publication publique, ni d'aucune évaluation par les pairs. La tablette repose dans son étui à Londres. Le livre est disponible dans les bibliothèques. Le logiciel fonctionne sur n'importe quel ordinateur portable. Un étudiant de 3e cycle disposant d'un après-midi libre pourrait en principe trancher la question. Le calcul atteint. Que reste-t-il à faire? Imaginez une dernière fois l'objet. 14 cm d'argile. 8 segments, un ciel antérieur à la première cité sumérienne, recopié par des scribes qui ignoraient tout de leur contenu. Une trajectoire qui traverse la Méditerranée, franchit les Alpes et aboutit à une vallée où une montagne s'est effondrée pour des raisons que la science peine encore à élucider. La figure sur le toit en 3123 avant. J-C, a disparu. Les scribes samriens qui traduisirent sur ces marques en protouniformes ont disparu. Les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens qui les ont recopiés, tous disparus. Henry Lerard a disparu. Ashurbanipal est réduit en poussière. Bond et Hemphill ont rangé leur ouvrage il y a près de 20 ans, et celui-ci est resté, pour la plupart, lettre morte,
Mais la tablette est toujours là, la vallée est toujours là. La ligne qui les relie est toujours là. Et la question de ce qu'un observateur anonyme a vu traverser le ciel présumérien à l'aube du 29 juin 3123 avant Jésus-Christ. J-C, demeure, officiellement sans réponse. Voici donc la question qui mérite réflexion. Faut-il faire recalculer la planosphère de Ninive par un observatoire moderne, publiquement et une fois pour toutes? Ou certaines questions sont-elles trop délicates pour les institutions qui devraient y répondre? Partagez votre avis en commentaire. Dites-moi depuis ce que vous feriez si vous aviez un ordinateur portable et un après-midi de libre. Si vous souhaitez découvrir d'autres sujets que les documentaires traditionnels évitent soigneusement d'aborder, abonnez-vous et activez les notifications. La prochaine vidéo apparaîtra dans votre flux très prochainement. La tablette se trouve dans la chambre 55. La vallée est dans le Troll. Le ciel date de 3123 avant notre ère.